Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour hacker la machine de Jeff et ils nous disent est-ce que tu arriveras à hacker le serveur de Jeff? C'est du hard. Donc, petites indications quand même, hein. Ils nous disent si tu essayes de brute forcer le SSH, c'est que tu fais les choses mal, ok? Et bah comme d'hab, on doit récupérer le user.txt, le root.txt, aucune autre indication. Donc il y a un premier truc qu'on peut aller voir déjà, c'est le site. Alors, ça commence bien, sauf que je vous dis tout le temps, allez voir les sources. Ok? As-tu oublié d'ajouter jeff.thm à ton fichier host? Donc, vous l'avez compris, on va venir éditer notre host. Alors, on va clean ça. Qu'est-ce que je fais? Je récupère l'adresse IP. Ok. Ensuite, je lui donne le nom de domaine. Ce que vous voulez, hein, ça peut être autre chose, pas obligé d'utiliser Jeff. Et là, quelle est la différence fondamentale? Bah, elle est assez grande. Jeff.thm. On y arrive. Ça résout. Ok. Donc, visiblement, il y a un portfolio. Il dit que c'est un développeur PHP qui travaille pour Fake Company. Il fait du code assembler et un peu de C sur son temps de libre. Il n'est pas très bon. Bon, un peu comme moi, quoi, hein. Il raconte sa vie. Ok. Donc, on va aller faire un peu d'énumération quand même pour savoir ce qu'on attaque. Je vais lancer Threader. Ok. Et on va lui dire http jeff.th. Invalid format, t'aimes pas ça? Ok. jeff.thm. Ok, donc on a du SSH, on a bien un port 80. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va venir énumérer avec GoBuster, hein, savoir ce qui se passe. Donc, pour l'instant, on va scanner ça. Alors ouais, pardon, c'est moi qui fais une bêtise, je suis allé trop vite. Donc voilà, franchement, j'ai galéré. Il va falloir coder, il va falloir, mais on va apprendre pas mal de choses. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Donc on voit qu'on a un répertoire backups déjà. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur backup? Jeff.thm. Donc, c'est pas ce qu'il y a dedans. Donc il va falloir également énumérer, continuer notre énumération. Qu'est-ce qu'il nous trouve? Backup, upload, ça peut être intéressant. Non, singulier. Non, avec un P, ça marche mieux peut-être. Ok. Donc on peut uploader, mais on ne sait pas où elle va, quoi. Parce que si je mets le nom du fichier qui m'a uploadé, il ne le trouve pas. Donc on ne sait pas le répertoire d'upload où il est. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va faire un X et euh, on va lui demander plus de détails. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Donc sur Jeff, on va lui dire, écoute, tu vas nous chercher bah, les fichiers importants. Ok. Si on sait que c'est un serveur web, on peut se dire bah, qu'il faut chercher des extensions comme, je sais pas, hein, du PHP, HTML, ASM, C++, ce que vous voulez en fait, hein. Donc on va lui dire PHP, déjà, ASM, HTML.
C'est ok. Donc il nous trouve l'index. On a la partie admin, mais je pense pas qu'on aura accès, ça serait trop beau. On n'a rien. Pareil, rien du tout. Backups. Donc là, faut aller voir si on trouve pas quelque chose dans backup. Ça a l'air intéressant, je vous ai dit, regardez tout le temps dans les sauvegardes. Et des fois, on a tout simplement des mots de passe qui sont sauvegardés. Ou d'autres informations qui sont pertinentes. Ok. Donc là, ça a l'air de prendre un temps fou. Ce qu'on va faire, je vais me focaliser sur backup. On est d'accord? On a dit que c'est là que c'est intéressant. Donc je vais lui dire, écoute, t'es cool, mais tu vas regarder dans le répertoire backups plutôt. Et tu vas me sortir. Alors là, il faut qu'on change les extensions, puisque si c'est de la sauvegarde, c'est pas très intéressant. On a plutôt un intérêt à mettre du zip, du tar.gz, hein, tout ce qui permet d'archiver en fait, hein. On a quoi sous Linux? On a du BZ2 et du RAR. Ok? Ah, on nous trouve un backup zip en 200. Bah là, faut pas hésiter, hein. Faut aller taper dessus. On revient. On a dit quoi? Admin, pas bon. Vas-y, backups. Et tu sais quoi? Backup.zip. On pourrait curler, on pourrait faire un wget. Faites ce que vous voulez. Ah, on peut le récupérer. Cool. Alors, hé, 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 supprimer tout ça. On va commencer. Ok, là on est propre. On est propre. Donc je sauvegarde. Ok, unzip. Ah, on est bloqué par un mot de passe. Donc deux possibilités. On peut utiliser SSH to John, ok? Qu'est-ce que va faire zip to John? Qu'est-ce que je fais? Locket zip to John. Voilà, il est là-dedans. Donc qu'est-ce que va faire zip to John? C'est un programme Python qui va convertir en fait le fichier zip en un hash qu'on pourra craquer par avec John, ok? Ou ce que vous voulez en fait, un H4. Mais on a beaucoup plus simple, ok? On a un logiciel dédié en fait sous Kali qui nous permet de craquer directement des archives qui sont protégées. Donc on va utiliser fcrack, ok? Alors attention aux arguments. Surtout le petit p, si vous le mettez pas en dernier, ça fait bugger la commande. Donc pensez au petit p. Moi, vous savez que j'ai mon RACU qui est dans Wordlist, dans mon home, ok, c'est pour ça. Je sors du répertoire, je vais dans Saltimbanque, et là-dedans, j'ai une sous-arborescence qui s'appelle Wordlist, et là-dedans, j'ai un RACU. Et je veux quoi? Je veux craquer backup, zip, ok? Ok, donc on voit qu'il le trouve très rapidement. Donc ça, c'est quoi? Bah, c'est le mot de passe de l'archive. Maintenant, je peux la unzip, ok? Ok, ça marche. Donc je vais dans backup, on voit qu'on a un paquet de fichiers, WP admin dans vos têtes, WordPress admin.backup. Vas-y, on va voir ça. Ok, 4, ça marche mieux, il paraît. Ah, ok. Et il nous dit le mot de passe WordPress est le suivant. Donc, c'est cool. Et on peut supputer que bah, c'est bien Jeff, hein, Jeff, qui se connecte au WordPress. Ok? Le problème, le problème, c'est que on sait pas comment se connecter au WordPress. Là, moi, j'ai accès au blog, mais j'ai pas accès au WordPress. Ok?
Donc comment on peut faire ça? On peut euh, utiliser tout à fait GoBuster. Faire ça. Mais je préfère WFuzz. Même si la syntaxe est un peu bâtarde, on va fuzzer. Ok? Alors, comment on fuzz? Je suis toujours pourquoi il est pas sorti. Non. Il sort de là. Alors, attention, la syntaxe est barbare. Ok? Donc, CF, ok, ça c'est au niveau des flags, allez voir le man, ok. Subfighter.txt, c'est un module spécial quand on fait quoi? On fait du fuzzing, mais là on va faire du fuzzing sur le nom de domaine. Je veux connaître le nom de domaine, donc cette fois-ci la wordlist que j'utilise, c'est dans la partie DNS et je vais prendre tous les sous-domaines, ok. Le top 1 million, ok. Les sous-domaines les plus utilisés. U, je lui donne quoi? La machine. Ok, HTTP, Jeff.thm. Là, c'est un peu comme GoBuster. Et enfin, grand H, là, c'est l'host. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je lui mette le mot-clé host, deux points, fuzz.jeff.thm. Pourquoi? Quand on met le fuzz en majuscule, on indique à wfuzz que c'est cet endroit-là qui veut, comment dire, qui veut, qui veut faiser, ok? Donc je m'explique. Il va prendre le host. Le host c'est le U. Donc il va prendre http jeff.thm et avec cette syntaxe, on lui dit quoi? On lui dit, hey, jeff.thm c'est cool. Ça c'est le nom de domaine. Mais moi je veux que tu me trouves un sous-domaine. Donc, c'est quoi? Au lieu de prendre ça là, eh ben tu vas ajouter un truc là et tu vas scanner. Ok? Je veux que tu me trouves quelque chose, point, jeff.thm, ok? Et tu me l'affiches. Ok? C'est aussi simple que ça. Après, au niveau des threads, et ça, c'est au niveau de la mise en page aussi, de ce qu'on recherche. HH, putain, j'ai plus envie de vous dire de bêtises. On va chercher dans le man, wfuzz, grep. Ok, il l'a pas trouvé, il est pas. Ok. Donc ça, vous voyez, c'est pour les standard input, en fait. On a plusieurs choix, on a HC, HL, HH, vraiment ça c'est au niveau de la présentation. Ok, vous pouvez vous en passer. Le nombre de threads, plus il sera élevé, plus ça ira vite. Ok, donc là on fuzz. Mais on fuzz. Avec GoBuster, on a fait du fuzzing au niveau des directories, des arborescences du serveur. Vous trouvez les fichiers importants. Maintenant je m'attaque au nom de domaine. Ok, voilà. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça? On va le laisser terminer. Donc on a l'ID, hein, oui, ça donne à chaque fois, chaque ligne a un ID. On voit qu'on a 19 966 requêtes sur le nom de domaine jeff.thm. Ok, il a tout trié. Il n'y en a qu'une qui a répondu en code 200, donc on est bon. Ok, ligne 346. La longueur du word, c'est 1455. Ok, en caractère, 25 901, c'est H, hein, les cars. Ok, lines, word cars. Et c'est surtout le payload. Quelle est la charge utile qui a répondu? Eh ben, c'est WordPress. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que là, il y a un sous-domaine qui s'appelle WordPress. Ok? Sauf qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Pour que ça fonctionne, il faut l'ajouter à l'ETC host. Qu'est-ce qu'on a? On a bien le domaine jeff.thm qui est dans mon fichier host, mais j'ai pas wordpress.jeff.thm. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On vient de l'ajouter. Ok? Nano, ETC, host. Qu'est-ce que je fais? Pas de souci, je rajoute.
un white space, un blanc, et je lui dis, bah écoute, il y a aussi ça. Ok? Pour la même machine, la 1010-63-48, soit tu peux aller sur jeff.thm, nom de domaine, soit WordPress sous-domaine, plus nom de domaine. Ok? Concaténation. Si vous avez des soucis sur le principe de nom de domaine, les TLD, je vous ai tout expliqué. Allez voir mes vidéos. Il y a la playlist Internet pour les nuls. Il y a mes playlists réseau pour les nuls, où je vous explique comment fonctionnent les noms de domaine et les noms de sous-domaine. Ok? Qui attribue ça et comment fonctionne Internet en général. Puisqu'on ne travaille pas avec des adresses IP, on n'est pas des putains de robots, on est des êtres humains faillibles et on retient des noms de domaine. Ok, c'est beaucoup plus facile. Donc, qu'est-ce que ça change là? Si on retourne maintenant sur cette adresse, ça marche toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? WordPress Jeff.php Word. Bah voilà, c'est moi qui fais les fautes en vous parlant. Ok. WordPress. Cool. Je recommence parce que. Oui, il m'a pris. Donc, vous savez qu'avec F5, on peut rafraîchir notre navigateur web. Ce que vous savez peut-être pas, ok, c'est qu'avec CTRL F5, on vide le cache et on recharge la page. Au cas où vous avez des problèmes de résolution, des soucis avec la résolution des DNS, ok, n'hésitez pas à vider le cache de votre navigateur. Vous pouvez faire Shift CTRL Sup, ok, il n'y a pas de souci. Et là, en effet, on peut vider le cache tout seul, hein, et garder le reste. Mais beaucoup plus rapide. Vous faites un CTRL F5 et si jamais la page ne se charge pas, en vidant le cache et en rechargeant le cache, eh ben la page va apparaître. Donc là, on arrive bien sur le site de Jeff et franchement, c'est pas bien compliqué. Plusieurs solutions à chaque fois, c'est bon de toutes les connaître. On peut faire login pour arriver sur la mire de connexion et vous savez que sur n'importe quel WordPress, on a le WP admin. C'est quoi? C'est pareil. Deux façons différentes d'accéder à la même chose. Qu'est-ce que je lui dis? Jeff? Ok. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Mhm. On fait ça, on a fait un cat, on a fait ça, non? Il nous a dit mot de passe. Ok. Alors, pareil, il y a toujours plusieurs façons de d'attaquer un WordPress. Là, on avait l'indication du mot de passe, on l'a brute force. Ok. Si je devais l'attaquer de l'extérieur sans ces indications, je peux tout à fait utiliser WPS Scan, ok, qui va me permettre de scanner comme son nom l'indique un WordPress. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire là, ok. Maintenant que j'ai défini le sous-domaine, je vais lui donner. Je vais dire écoute, je veux que tu attaques WordPress.jeff.thm, ok. On va faire un E, ok. Là, on va lui donner un argument VTCBU, ok, et il va nous chercher toutes les entrées qui correspondent à ça. Ok, on va faire un chi pour que ça soit plus propre et on va enregistrer tout dans VPS Scan en log. Un exemple. Ok, donc là c'est parti, ça lance l'attaque WP Scan. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? WP Scan help. E. Bon, c'est totalement dégueulasse. On va faire un man WPS scan. Ok. Donc le E que je viens de faire. Énumération. VP, plugin vulnérable. AP, tous les plugins. P,
plugin, ok, VT, vulnérable, thème, ok. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai fait un VP, c'est je veux scanner les plugins qui sont vulnérables sur le site WordPress. J'ai fait quoi? J'ai fait la même chose, j'ai fait un VT pour scanner les thèmes qui sont faillibles. Ensuite j'ai fait quoi? J'ai fait un CB et j'ai fait un U. CB, sors-moi tous les fichiers de config sauvegardés, si ils existent. OK? Et enfin, j'ai fait U. OK? U, user range. OK? Ça permet de chercher aussi les utilisateurs. User list avec un grand U. OK? Donc là, je lui dis, tu m'affiches en gros tout ce que tu as de pertinent. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit c'est un serveur Nginx. OK? C'est ce que nous avait dit euh, notre ami Nmap. Il y a du XML RPC, ok. Il y a les API qui tournent. Visiblement, il y a, tu peux abuser des API via des modules, hein. Il y a un README. Il y a des crons WordPress qui ont l'air activés. Là, c'est intéressant puisqu'on va se servir de ça plus tard. Retenez. Ensuite, Insecure. Bon, voilà, il dit apparemment c'est faillible, il y a un problème au niveau du feed, au niveau des commentaires. Et en plus, bah regarde, t'as un thème là que tu utilises, visiblement, il est périmé. Ok? Donc on va pouvoir se servir d'un thème pour abuser, hein, de WordPress. Plugin, check-in location, check-in. Donc il a pas trouvé de thème. Bizarre, parce qu'il y en a. Brute force author ID, ok. Author post by IP WP scan finished. Donc on sait quand même qu'il y a clairement une faille là-dedans, ok. On va pouvoir abuser de ça en fait, hein. Ça va être notre sésame, notre porte d'entrée. Alors, comment exploiter ça? Bah tout simplement, euh, on peut utiliser plusieurs chaînes. Je vous ai fait des exemples, ok. Ça, c'est ce qu'on va se servir tout au long de l'exercice. OK? Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon RM temp MK FIFO. OK? En Python, en Python 3 et en Bash. OK? Je peux me servir de ça pour pousser un web shell et récupérer un river shell sur ma machine. J'ai mis mon adresse IP et j'ai mis mon port Metasploit 44444. OK? Je vérifie qu'il est ouvert, ça va nous servir pour plus tard. OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai strictement rien inventé, ok? Dans River Shell, on peut le faire en Bash, en effet, hein. On peut le faire via Netcat, ok? On peut le faire en PHP, on peut le faire en PowerShell, on peut le faire en Python, ok? On peut le faire en Python 3. Donc tout ça, ce sont quoi? Ce sont des River Shell, ok? Un River Shell va établir une session shell, hein, en se connectant, et c'est le serveur que vous hackez qui initialise la connexion vers l'hôte local, qui est quoi? Qui est la machine du pirate, qui est votre Kali Linux. Ok? Donc comment je peux pousser ça? Il y a tellement de façons. Première façon, on a dit les failles, hein, inhérentes dans un WordPress, malheureusement, c'est les plugins et c'est les thèmes. Première étape, on va voir comment se servir des thèmes. Je vais aller dans le thème editor, ok? I understand. Et là, vous allez voir que on va aller dans la fonction, hein. Donc c'est en PHP, ok? Je vais pas remplacer un fichier CSS par du PHP, ça ne va pas marcher. Je choisis le langage de programmation. J'en ai plein. J'ai le footer, j'ai le header. On va prendre le premier, on se prend pas la tête. On prend le theme function, ok? Qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer un reverse shell en PHP, ok? Donc qu'est-ce qu'on a? On a un code snippet PHP, ok? Et on va venir l'exécuter. Mais on peut faire très très simple, hein. Je veux dire, il y a moyen de faire encore plus simple. Comment vous montrer? Je sais pas dans quelle heure de le faire en fait. Non, ça je vous montrerai plus tard.
Donc on va prendre le payload, ok, c'est une test monkey. Si vous avez des doutes, je vous rappelle, faites un locate. Donc, si on fait un locate reverse shell, on voit qu'on en a un paquet, hein. Je n'invente rien, vous pouvez utiliser celui qui vous sied. La preuve en est, on va faire ça. Ok, ça marche aussi, hein. Vous prenez ce que vous voulez. C'est le Pentest Monkey, hein. Il est là. Si vous n'avez pas mon outil, vous prenez celui-ci. Ok? Vous le copiez. Vous faites pas un déplacé. On travaille tout le temps sur une copie, je répète. Ok? Et là, le PHP, vous faites un CP, PHP, hop, vers mon home. Là, ça marche. On va dans mon home. Ok? J'ai mon PHP reverse. Ok? Donc, on édite, vous deux variables, le port et votre adresse IP. Moi, j'ai mis le 10 11 26 90, on est d'accord. Et mon port, c'est le 4444. Donc, je refais vite, parce que ça va beaucoup plus vite avec mon outil. Je fais un copie. Ok, et qu'est-ce qu'on va faire? On prend le code originel, on l'efface et on vient le remplacer par le nôtre. Ok? J'update. Là, problème. Il nous dit impossible de communiquer et de vérifier les erreurs fatales. Le code PHP a été réinitialisé. Donc là, on est bloqué. Mais c'est pas grave. On voit qu'on a d'autres thèmes. Ok? Donc on a pris le 20, je vais prendre le 19. Ok, leave page, oui. Je reviens sur le thème function. Je supprime. J'écrase, j'installe mon payload, j'update. Ah, là, ça passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut qu'on ouvre notre Netcat Listener. Ok? Mais je vais vous montrer un nouvel ami. Toujours apprendre des nouvelles choses. On va aller voir Pwncat. Ok? C'est toujours la série des chats, puisque vous savez que j'adore les chats. Et on va voir notre ami Pwncat. Ok? Qui est une évolution. Donc il y en a plein, hein, des cats, mais Pwncat, il est pas mal. Il est sexy. Ok, tu boudes. Tu as décidé de bouder. Pwncat. Donc vous voyez qu'il est un petit peu plus sexy que Netcat, hein. Et il a la possibilité déjà de récupérer des shells Windows, alors que ça devient très compliqué avec Windows, puisque les shells Windows, allez voir mes vidéos sur les shells, où j'en referai, je sais plus si elle est en ligne, je crois qu'elle était peut-être sur ma première chaîne. Bon, je vous referai une vidéo sur l'échelle, bien comprendre ça, parce que c'est vraiment la base. En tout cas, voilà, il est beaucoup plus évolutif. Il permet de se synchroniser directement. Généralement, on n'a pas besoin d'upgrader le shell. Il le fait automatiquement. Donc, ça nous évite de rentrer toutes les commandes, vous savez, à chaque fois, comment on essaie de stabiliser nos shells via des TTY spawn shell. Ok? Ben ça nous évite de le faire. Et si jamais ça marche pas, eh ben, on peut quand même le faire à la main. Et en plus, on peut s'en servir pour contrôler via un serveur de command and control ou via des attaques bad potato. Patate mauvaise. Donc on va récupérer le bousin et on va se faire kiffer, on va voir un peu comment il fonctionne. Ok. La syntaxe est quasiment identique. Voilà. On peut se connecter à un bind shell, se connecter à un river shell, hein, via SSH, hein. SSH port non standard. Ok. Se, se reconnecter en utilisant la persistance, une porte dérobée extrêmement utile. Ok. Et on peut lui indiquer la plateforme. Ok. Parce que par défaut, eh ben, on parle du principe que c'est Linux. Mais je vous ai dit que les shells sous Windows sont légèrement différentes. Donc si on doit faire du reverse ou du bind shell, on passe par la plateforme. Ok. Et on lui dit Windows. Ok. Bon. On va s'installer le bousin. On va faire ça. Et en même temps, je vais vous montrer comment installer via, euh, via un environnement virtuel. Ok.
Qu'est-ce que permet l'environnement virtuel Python? Ça va éviter d'avoir des problèmes de dépendance, ok? Vous savez que vous mettez à jour votre Python et puis un jour un programme qui a été codé avec l'interpréteur version 2 ne marche plus. Là, ce que ça va dire à Python, ça va dire, bah écoute, tu fais une sorte de bulle et tous les programmes là que je t'installe, si jamais ils ont un numéro de version qui est différente, tu continues à mettre à jour mon Python sur mon système. Par contre, dans cet environnement virtuel, ok? Eh ben, je veux que tu me laisses toutes les dépendances telles qu'elles sont, pour ne pas casser les dépendances et pour que mon logiciel fonctionne comme je veux. Ah oui, il faut l'activer. Donc, une fois qu'on l'a créé, il faut l'activer. Donc, comment on l'active? Via cette commande. Ok. Hop. Source. Le nom, moi je l'ai appelé Poncat. Ok. Et après, c'est toujours bin, toujours activate. Ok. Ça, c'est le nom de l'environnement virtuel. Moi, je l'ai appelé Poncat. Donc, je lui dis source Poncat bin activate. Ok. Vous voyez une différence ou pas? Eh si, il y a une grosse différence. Quelle est la différence là, entre ces trois lignes? On est toujours dans le Home Saltimbanque App, ok? Mais là, il y a ça qui apparaît. Ça veut dire quoi dans votre shell? Ça veut dire que maintenant, vous êtes dans un environnement virtuel Python, ok? Et comment dire, il s'appelle Pwn4, ok? Ça permet de vous dire que vous n'êtes pas dans un shell classique. Là, vous êtes rentré, on l'a activé, vous êtes rentré dans l'environnement virtuel. Parfait. Maintenant, on peut clone le repo, on va se le faire. Déjà, ça existe déjà. Et oui, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, putain. Oh, le gros relou. Pas grave. Git clone. Ok. ls. Donc là, on a 24 qui doit être quelque part. Voilà. Parfait. Donc, je vais déplacer tout. Pas besoin du sudo, je suis déjà root, je suis trop con. Je fais quoi? Je fais un MV. Je déplace tout et je veux déplacer tout vers. Je sors de là, je vais aller dans App. Ok. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a Point4. Ok. ls. Ok. Super. rm. rf. Point4. Au revoir. C'est des apps. Ok. C'est des Point4. Ok, donc là on est bien. Je suis bien toujours dans mon environnement virtuel Podcast. Je suis en route, je suis là-dedans et je vais lui dire quoi? Eh ben je vais lui dire maintenant tu m'installes. Ok. Dans mon environnement virtuel. C'est très important. C'est ce qui fait toute la différence. Donc là il compile les binaires statiques, il installe les dépendances et ces dépendances resteront dans votre environnement virtuel. Ok? Donc là, on est bien. Et maintenant, ben, je pense qu'on peut l'appeler sans problème. Voilà, il existe. Ok, parfait. Donc, vous voyez qu'on peut le lancer même comme ça. On a plein de commandes. Ok. Et hop là. Donc, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Euh, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Donc, bah, récupérer la main. Tout ça pour ça. Donc, je fais quoi? Je fais un picat. Non, ça marche aussi, picat? Non, il n'aime pas le picat.
Et là, tu l'as dit quoi? PC. Ça reboot que ça marche. Ah si, PC, ça marche. Cool, one, two, picat. Bon, bah, on va retenir le plus court, c'est PC. Donc, PC, et je veux quoi? Bah, je veux que tu m'écoutes sur le port, on a vu quoi? 444. Ok? PC te dit, ok, je suis bound, je suis lié à ton local host et j'attends la communication. Pour l'instant, c'est en rouge, le chat, il attend. Et bah, dès que il reçoit le payload, hein, la charge utile, le reverse TCP shell, eh ben, il se connecte, ok? Et on établit une connexion en reverse TCP. Donc là, il attend, vous voyez, ça mouline. Donc déjà, c'est beaucoup plus cool que Netcat, hein, ça fait plus moderne, c'est beau, c'est attractif pour les yeux. Maintenant, comment on pousse notre module? Parce que c'est ça le plus important. Assez blablaté. Donc vous vous rappelez, on a édité quoi? Le 2019, ok? Donc, je vais dans thème, et 2019, live preview. Ah, non, ça passe pas. Ok, j'essaie de l'activer. Ça passe pas. Donc revenons en été. Mais t'es trompé de port. Ça passe pas. Quand vous voyez le fail to demonize, c'est que vous avez un problème au niveau de votre charge utile. Pas qu'elle est pas bonne, c'est pas ça. C'est le fait que vous êtes trompé soit de l'adresse IP, soit c'est ces deux variables qu'on modifie. Ok?